Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, je reçois un animateur qui secoue les ondes, notamment sur RTL et RTL2. Je suis sûre que les auditeurs l'ont déjà reconnu. Il s'agit du fameux Éric Jean-Jean. Bienvenue, Éric Jean-Jean. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter, c'est très beau ici. Non pas en radio, mais en télé, sur KTO. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois, mais du coup, j'ai beaucoup pensé à notre rendez-vous. Je vous jure que c'est vrai. Et je trouve que ce studio est très beau. Vous aimez bien les studios télé aussi. Ça vous arrive de les fréquenter? Oui, je les fréquente assez régulièrement. Ce ne sont pas mes studios préférés. Vraiment par habitude, parce que je fréquente beaucoup les studios de radio, mais oui, les studios de télé. J'ai longtemps essayé de faire de la télé, j'en ai fait pendant très longtemps, j'en fais toujours un peu, ailleurs que dans un studio. En extérieur Oui, parce que j'aime bien l'idée d'oublier qu'on est en train de faire de la télé. C'est le gros problème, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Marie, quand on interviewe quelqu'un, à la radio, on obtient souvent quelque chose de différent d'à la télé, parce qu'à la télé, il faut vraiment, je sais pas, une espèce de moment particulier pour qu'on arrive à avoir un invité qui lâche prise. Parce qu'on oublie difficilement qu'on est dans un studio à la télé, on est éclairé, etc. Il y a l'image qu'on n'a pas à puis, la radio. On a toujours un peu peur Que le son. de son image, de ce qu'on représente. Moi, j'ai toujours un problème avec mon œil gauche. J'ai longtemps pensé que ça m'abîmait le visage, etc. Donc, il y a toujours ce truc autour de la télé. Et je pense que tous les invités ont un problème avec leur physique, même s'ils ne le disent pas, quoi. Qu'est-ce que vous avez à votre œil gauche? J'ai un œil gauche qui ferme trop. J'ai eu un accident de moto quand j'étais petit, ce qui a provoqué une paralysie faciale à gauche. Et, ça se voit plus, et en fait, j'ai l'œil qui ferme trop. Et quand je suis fatigué, ça se voit plus. Et j'ai un visage asymétrique et qui m'a longtemps fait penser que j'étais défiguré et que je ne pouvais pas être animateur de télé. C'est pour ça? Oui, vraiment. Mais, alors, on rentre direct, vous êtes forte, on rentre direct dans la psychologie Jean-Jean. Mais oui, j'ai longtemps pensé que j'étais défiguré. Et bizarrement, quand j'ai commencé à devenir vieux et à avoir besoin de lunettes, j'en ai mises. Et j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt parce que les lunettes m'ont totalement libéré de ce truc. Et porter des lunettes a changé ma vie vis-à-vis d'une caméra notamment. Mais oui, j'ai longtemps eu des problèmes avec la télé à cause de mon œil gauche. Et grâce aux lunettes, vous avez fait de la télé? Non, j'en ai fait bien avant. Oui. Mais quand ça je vous me a voyais renforcé vers ce média-là peut-être? Oui. C'est-à-dire que quand j'étais à TF1 dans les années 90, Étienne Moujotte m'avait dit « Ouais, t'as un œil qui chaîne et tout. » Ah oui. Alors, à un moment, je fais du botox pour faire tomber ce sourcil et pour équilibrer. Puis à un moment, je me suis dit « Mais ça va pas ou quoi, c'est débile. » Et donc, du coup, quand j'étais à la télévision, je ne voyais que mon œil gauche. Et donc, j'avais cet œil qui fermait. Et donc, du coup, quand j'étais devant une caméra... Ça ne se voit pas du tout, là. Hein. Mais si, ça se voit. Je vous jure que ça se voit. Et puis, ça se voit d'autant plus quand vous le savez. Mais... et surtout quand ça vous concerne. C'est quelqu'un qui voit un petit bouton là et il voit que ça. Et donc moi ça m'a bloqué pendant des années. Et voilà. Et les lunettes, alors là ça a été magique. J'aurais dû le faire à 30 ans. La libération, révélateur. Ouais. L'accident de moto en question, c'était quand? Comment? C'était en avril 91. J'étais à Bordeaux. C'était une période très... C'est une période très bizarre parce que c'était le moment où j'étais en train de changer de vie. J'avais fini un cycle d'études, j'étais à Bordeaux et je venais d'être recruté pour aller faire de la radio à Énergie à Paris. Et j'avais pas un casting télé et j'étais pris. Et donc j'étais un type de 23 ans qui quittait papa, maman, Bordeaux et un confort de vie enfantin, j'ai envie de dire, pour partir à Paris, faire de la radio sur Énergie et de la télé sur la 5 à l'époque. C'était une émission pour les enfants. Et donc, je commençais sur Énergie le 5 mai et le 24 avril, j'allais voir la demi-finale de Marseille en Coupe d'Europe en 91, la finale qu'ils ont perdue. Et me voilà sur ma moto. C'était une trop grosse moto pour l'âge que j'avais. Et c'est pas de ma faute en plus. C'est un monsieur qui est sorti voie sens unique. Un monsieur est sorti d'un parking sans regarder. Il m'a transformé en steak tartare. J'avais tout cassé. Là, je suis tout refait. J'ai la hanche refaite. Enfin, j'ai passé 3 mois à l'hôpital.
Je me suis réveillé 3 jours après. Puis surtout, cette paralysie faciale a été compliquée parce que ils m'ont fait une trépanation, ils ont recousu le nerf facial qui repousse, d'où la symétrie de mon visage, etc. Et je me suis demandé d'où était la punition. C'est-à-dire que avoir tous les membres de cassés, quand je me suis réveillé, je savais que je remarcherais, que je rebougerais, etc. Mais je ne savais pas si mon visage allait refonctionner. Or, je suis animateur, bâti sur le visage, la manière de parler et l'ego. Et donc là, j'étais vraiment touché en plein cœur de ce qu'était mon ego d'animateur. Et donc c'était compliqué. Et du coup, je pense que ça m'a évité quelques travers. C'est-à-dire que si tout me réussissait, et là, il y a un moment, un petit coup de semonce qui m'a dit « Fais gaffe, tu vois, en un quart de seconde, ta vie peut basculer. » Vous avez trouvé la J'ai réponse à découvert le cette doute. punition. Vous vous êtes questionné. J'avais pas besoin d'être puni, j'avais pas déconné, mais j'avais besoin d'apprendre le doute, je crois. Le doute. J'avais pas de doute de ma vie, j'étais pas mauvais à l'école, ça fonctionnait, je plaisais aux filles, j'étais bon au sport. Tout allait bien. Je voulais être animateur, paf, mon premier casting télé, je suis pris. Je suis animateur depuis 2-3 ans, je fais le disque jockey à Bordeaux, et paf, j'arrive à la plus grosse FM de France. Enfin, tu vois, ça va vite, quoi. Tout allait trop bien. Ouais, trop vite. ouais, et donc j'ai beaucoup réfléchi là-dessus en me disant, mais pourquoi est-ce que j'ai été touché? Et pourquoi j'ai été touché à l'endroit précis où tout se déroule dans mon cursus professionnel naissant? Et j'ai pas la réponse à ça. Ce que je sais, c'est ce que ça m'a appris. Ça m'a appris le doute et ça m'a obligé à voir les choses différemment. C'est-à-dire à travailler plus, enfin à avoir plus de fond que de forme. D'où d'ailleurs mon grand amour pour la radio, qui nécessite sans doute plus, enfin à mes yeux en tout cas, plus de fond que d'aspect. Intéressant. Non, mais profond en plus, ce partage que vous nous donnez j'avais pas le choix. sur votre réflexion, sur cette transformation. Ouais, mais j'avais pas le choix. D'ailleurs, je suis arrivé à Paris, il y a eu des gens formidables autour de moi dans ce truc-là. Mon père, j'étais à Bordeaux et mon amoureuse de l'époque, qui était étudiante en médecine, et ma mère et ma sœur avaient un peu peur que je parte parce que, imaginez, j'avais la hanche refaite, j'avais des béquilles, j'avais le crâne rasé parce qu'on m'avait trépané, j'avais le visage qui bougeait pas, je mettais du scotch pour fermer mon œil quand je dormais, et j'allais partir à Paris comme ça. Donc j'allais monter à Paris, je suis de Bordeaux, donc on monte à Paris. Et tout le monde, et ma radio, mon ancienne radio qui s'appelait 8FM, qui appartenait à Sud Radio, m'avait fait une proposition en disant: écoute Eric, le temps que tu te remettes, si tu veux, on te met sur la grosse radio, on te met sur Sud Radio, à Toulouse, donc c'était moins loin. Et moi j'avais très très envie d'aller à Paris, et je me souviens d'un repas familial sur une terrasse chez ma sœur, où au bout d'un moment, mon père, qui était un espèce de patriarche avec une grosse voix, fait: bon, tu sais quoi, fonce. Puis s'il y a un problème, tu reviens, on est là. Max. Et c'était génial. Et tout le monde a rien dit. Et en effet, j'ai foncé. Et puis il n'y a pas eu de problème. Et je suis pas revenu. Mais c'était voilà. Il y a ça, c'est mon père. Après, il y a eu Max, un autre Max Guazzini. Quand j'ai commencé que nous avons reçu il n'y a pas longtemps. C'est un monsieur formidable. J'en dois une, notamment celle que je vais vous raconter. Oui. Max, que je ne connaissais pas, j'avais vu une fois dans ma vie avant l'accident. Il m'avait embauché, j'étais allé à Paris. Je crois que c'était la deuxième fois de ma vie que j'allais à Paris pour rencontrer Max Guazzini, qui m'a embauché pour Énergie. J'avais dormi dans le 9e et j'avais visité d'ailleurs l'église à côté, qui était très belle. Et vous savez, cette grande église, merde, je viens d'avaler le nom. Bon, peu importe. Et donc Max me reçoit et donc m'embauche, et puis je l'appelle. À un moment, je dis: écoutez, voilà, j'ai eu un accident, je suis abîmé, je sais pas combien de temps ça va prendre et tout. Il me fait: on t'attend. Et quand j'ai pu marcher, je me suis
j'ai pris le train et je suis allé à Paris. Il s'est passé encore un mois avant que je reprenne la radio. J'ai pris le train et je suis allé à Paris et je suis allé dans le bureau de Max. Donc je vous dis, avec un millimètre de cheveux sur la tête, 2 béquilles. Et il me dit, je t'ai dit que je t'attendais, je t'attends. Et il m'a attendu. Et je sais que ça mettait en galère toute une grille d'antenne sur Énergie à l'époque. Et il m'a attendu. Et quand je suis arrivé, et puis il y avait un autre homme qui était Christophe Sabot, qui était l'artisan de ma venue à Paris, et qui est l'homme qui m'a appris la radio, qui m'a dit, de toute façon, si tu n'arrives plus à parler, parce qu'en fait, j'avais ce zygomatique qui ne fonctionnait plus. Donc en fait, je n'arrivais pas à faire les plosives. Oui, et Christophe me dit, si tu n'arrives plus à être animateur, je t'apprendrai à programmer, etc. On t'attend. Oh. Et tout ça, quel signe de confiance. Ouais, d'amour. Ah oui, d'amour, oui, tout simplement. Et c'était super. Et donc, quand je suis arrivé, je n'étais pas beau à voir. J'ai fait pendant les 6 premiers mois et de la radio et de la réduc. Et mes cheveux ont repoussé. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Ouais, mais ça pique. Ça pique. En tout cas, vous êtes remonté sur la moto. Vous êtes même venu ici en moto. Ouais. Ça aussi, ça ne vous a pas coupé l'envie de refaire de la moto? Alors ça, c'est un truc que j'ai du mal à expliquer. Ma vie est bâtie autour de la moto. Enfin, bon, j'en fais un peu trop en disant ça, mais... La moto ou la vitesse? Non, pas du tout la vitesse. Alors, la moto. Justement, j'avais une très grosse moto, vous savez, un suppositoire, quand j'ai eu mon accident, là, qui va à 300 à l'heure. Bon, ben ça, j'ai plus jamais. Mais, et donc, quand je suis arrivé à Paris, ma sœur me dit, je vais te trouver une voiture. Elle me trouve une Auto Bianchi, c'est super, pour Paris, c'était tout petit et tout. Et sauf que j'aime pas la voiture. Enfin, et puis dans Paris, en plus, je prenais les PV, un enfer. Et donc, au bout d'1 an, j'ai racheté une moto. Je ne l'ai pas dit à ma mère. Et un jour, je suis descendu à Bordeaux avec. Combien de temps après l'accident? 1 an à peu près. 1 an après l'accident. Ouais. Et ouais, à peu près 1 an. J'avais un copain à Énergie, Olivier Pain, qui avait exactement la même moto que celle avec laquelle j'avais eu mon accident, qui était une 1000 Honda CBR. Et je lui ai demandé si je pouvais remonter dessus. Faite pour, comme à cheval, conjurer le sort. Et au début, je voulais juste tuer la peur. Ou en tout cas, la faire partir. Je ne voulais pas rester toute ma vie avec la peur de la moto. J'ai un grand-père, mon grand-père paternel, qui avait eu un accident de moto et qui était en peur panique des 2 roues. Donc voilà. Et donc je voulais la tuer, puis en fait je me suis fait rattraper par le virus, mais en revanche, voilà, j'ai pu racheter du tout le même style de moto. Aujourd'hui j'ai des motos de balade, j'ai des très grosses motos, des motos allemandes qui sont à la fois très puissantes, mais rouler vite, c'est pas mon truc. Rouler, c'est mon truc. Mais je me souviens, j'essaye d'écrire autour de ça en ce moment, en tout cas de réfléchir autour de l'enfance et de ma passion pour les 2 roues, entre autres, mais de mes passions en général, ou de la naissance de mes passions. Et je me souviens, j'étais petit, on était dans la voiture familiale, mon oncle ou de mon père, je ne sais plus, mais je crois que c'est mon oncle. Et moi, à l'époque, on n'était pas attaché derrière, accoudé sur la banquette arrière, à regarder les motos qui nous suivaient en disant « Si j'avais une moto, je pourrais les suivre, je serais sur ma moto et tout. » Et à tout, je préfère l'inconfort d'une moto dans le voyage. C'est joliment dit. C'est un symbole de liberté, la moto aussi. C'est exactement ça. C'est la liberté, puis c'est... Alors ça, c'est un truc très... C'est aussi pas comme les autres. C'est un truc à moi, ça. C'est la liberté... C'est pas comme les autres. Une liberté solitaire. Ouais, je partage ça avec mon épouse, mais oui, ça peut... Ou avec des copains. Mais c'est pas comme les autres. Je sais pas comment vous dire. C'est pas une vie normale. C'est pas un moyen normal. C'est pas. J'ai passé beaucoup. Un moyen plus nomade. Oui, qui est obligé d'être en harmonie avec ce qui l'entoure, parce que vous prenez de la pluie, vous prenez du froid, vous prenez du chaud. C'est plus dangereux. Vous ne pouvez faire confiance à personne sur la route, personne. Je dis ça à tous les motards débutants. Ne faites jamais confiance à une voiture. Elle juste fait à pas vous-même. Non, mais elle fait pas. Oui, et encore. Et encore. Non, mais le type qui vous coupe la route ne fait pas exprès. Il n'a pas envie de vous faire mal. C'est juste qu'il vous a pas vu ou qu'il n'a pas fait gaffe. Donc, il faut faire confiance aux personnes.
Pourquoi est-ce que vous aviez envie de ne pas faire comme les autres, faire différent? Vous me plongez depuis le début de cette conversation qui est assez étonnante dans plein de choses d'enfance et de jeunesse. L'intégralité de ma famille se situe dans un périmètre de 10 km². Nord-Gironde. Et moi, je ne voulais pas rester là pour des raisons que je ne suis pas capable de dire. Je les aime. Je les aime vraiment infiniment, mais j'avais autre chose à faire. Et, Avoir un ancrage et partir. ouais, ça doit être ça. On va peut-être en parler dans la deuxième partie de cette émission. On ne va pas tout dévoiler d'un coup, même s'il y a énormément de choses. Là, on découvre Éric Jean-Jean sous un autre jour qu'on ne connaissait pas, enfin en tout cas moi, peut-être d'autres. Et on n'a pas parlé de musique, on va y revenir. Donc je vous propose, deuxième partie de l'émission, je m'éclipse, comme je dis, la formule traditionnelle. Je vous propose 4 mots. Là, on passe à la fonction radio de l'émission. Vous ne me voyez plus, vous m'entendez. Okay. Le son reste allumé. Et à vous de nous les éclairer, ces mots-là. Et le premier mot, il fait référence à ce que vous venez de dire un petit peu. D'accord? Éric, à tout de suite. Éric Jean-Jean, est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure? Je suis très très bien dans ce studio propice à la confidence. Absolument, dans Lumière intérieure sur KTO. Alors, comme je vous le promettais, je vous propose 4 mots. Voici le premier qui est en lien avec votre région natale. Gironde. Gironde, là où vous êtes né, le 20 septembre 1967, à Blaye. C'est bien ça? Ouais, Nord-Gironde précisément. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ne situent pas la Gironde et le Nord-Gironde, en fait, vous voyez l'estuaire de la Gironde, justement, l'endroit où les deux fleuves, la Dordogne et la Garonne, se rejoignent, la Dordogne en haut, la Garonne en bas, pour faire l'estuaire de la Gironde qui va se jeter à Royan dans l'Atlantique. Moi, je suis à l'endroit où les deux rivières se séparent. Voilà. Et Blaye, c'est un petit peu plus haut, c'est là où je suis né, mais moi, mon fief, c'est le Bourget, Bourg-sur-Gironde, des Côtes de Bourg, pour ceux qui connaissent le vin. Et mon village, c'était Prignac et Marcant, village dont mon papa était le maire, Max, et conseiller général après. Enfin, il était l'homme politique local. De gauche. De gauche, socialiste. Socialiste, athée et bienveillant. Et c'est grâce à votre mère que vous avez aussi accompli tous les sacrements. Oui, en fait, c'est grâce à un prêtre qui s'appelait l'abbé Selbe, donc, papa était d'une famille athée. Alors, ça bouffait du curé du côté de papa, ce qui n'était pas du tout son cas. Lui était très respectueux de tout, mais ne croyait pas en Dieu. Et il n'avait pas d'éducation religieuse. Et maman avait une éducation religieuse, elle était croyante. Et quand ils se sont mariés, elle a voulu aller à l'église. Et donc, on avait un homme pas baptisé, une femme baptisée et avec la foi. Et l'abbé Selbe a dit à mon père, « Ok, je te marie à l'église, mais tu me donnes ta parole, tes enfants auront une éducation religieuse. » Et mon père a tenu parole, et bien sûr maman aussi. Et donc, j'ai eu tous les sacrements, pardon. J'ai été baptisé, première communion, communion solennelle, confirmation, éducation religieuse, catéchisme à Prignac et Marcant, puis à Toriac, où j'allais à vélo. Premier mariage à l'église? Comment? Premier mariage à l'église? Non. 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 Parce que marié à une athée. Et avec votre épouse actuelle, avec laquelle vous êtes non depuis plus. 18 ans? Et là, c'est moi. Parce que j'étais divorcé, donc je me suis dit qu'il ne fallait pas faire le malin. Pardon. Et je pense que ça a fait de la peine d'ailleurs à mon beau-père Francis, qui est très chrétien. Et je pense que ça lui aurait fait. Et je suis content de ne pas l'avoir fait, parce que pour le coup. Mais je trouvais que j'étais divorcé, quoi. Je voulais pas. Enfin bon, ouais, je voulais épouser cette femme dont je suis encore aujourd'hui, 18 ans plus tard, persuadé que c'est la femme de ma vie. Je voulais qu'on ait le même nom, je voulais qu'on ait une famille, je voulais qu'on. Voilà. Mais
Je ne suis pas allé à l'église. Karine n'a pas insisté. Et je crois que ça fait de la peine à Francis. Je te demande pardon, Francis. Allez, je vous propose le deuxième mot. Mon deuxième mot pour vous, un mot un peu facile. Le mot voix, V-O-I-X, mais ça pourrait aussi être voix avec un E. Je vous laisse broder cette voix de radio que vous avez, notamment la voix des autres aussi. Max, il avait une voix incroyable. Mon père on me dit, t'as une belle voix et tout. Je dis, non, la vraie voix de la famille, c'était mon père. Max, il avait bon, il fumait beaucoup plus que moi aussi, mais il avait une grosse voix. Moi, j'ai une voix douce, médium basse, techniquement. Donc, j'ai une voix douce. J'ai une voix basse et douce. Et mon père avait la voix basse, douce et grave. C'était magnifique. Il avait une voix magnifique, avec un petit accent de Bordeaux. C'était un bon orateur. Et je pense que c'est en le regardant faire l'imbécile sur scène que j'ai eu ma vocation. Puisqu'on parle de voix, V-O-I-E. D'aussi loin que je me souvienne, en fait, ma mère, donc je vous le disais, travaillait dans une école et était très active dans la commune. Et elle avait créé une association avec les femmes de la commune qui organisait 2 fois l'an une fête dans la salle des fêtes. Donc il y avait le réveillon, Nouvel An, ça c'était l'institution, et puis une fête, genre soirée choucroute, soirée paella, soirée pizza, je sais pas trop quoi. Et il y avait un des types du conseil municipal qui avait, alors ça c'était magique, il avait une table de mixage et 2 platines et des disques. Et donc, on faisait danser les gens. Et donc, lui, il s'appelait Michel, disais-je. Et il faisait danser les gens. Mais ce n'était pas son truc. Lui, c'était la technique qui l'intéressait. Et un jour, j'ai vu mon père monter sur scène, prendre le micro, dire des âneries pour faire danser les gens. Et ça faisait beaucoup la fête dans la famille. Ça faisait des grandes tablées. Ça picolait, ça mangeait trop. Ma grand-mère cuisinait, mais feu de Dieu. Bon, bref, voilà. Et mon père, donc, était du genre à faire l'imbécile. Et donc, il fait ça, et j'ai trouvé ça génial. Et le coup d'après, c'était moi qui y étais. Et donc, je passais les disques et tout. C'est comme ça que j'ai commencé. J'avais 11-12 ans, vraiment. Et après, il y a eu la radio libre qui arrive en 82. J'ai 15 ans. Il y a un lycée de Blaye où je me trouve avant de partir à l'internat. Et il y a une radio à côté. J'y vais. Et là, je rencontre un homme qui a changé ma vie, qui s'appelle Thiénot. Et puis voilà, et puis après les voix, pour rester dans la thématique des voix, moi j'ai trouvé ma voix VOIE très tôt, je pense à 11-12 ans, je savais déjà. Je me souviens d'un entretien avec une conseillère d'orientation à l'école. Elle me dit, vous voulez faire quoi? Je vais être animateur. Ok, mais animateur, alors socioculturel, sportif? Non, je vais être animateur. Je ne sais pas comment on fait, à l'époque on ne savait pas. Et ça, c'était, 3e, genre, quand on nous demande ce qu'on veut faire. Et puis après, les voix, parce que je travaille dans la musique. Alors, les voix, c'est... Mais je vais vous dire un truc qui va vous étonner, ou pas. C'est pas le plus important, la voix. C'est pas la voix qui compte. C'est pas... avoir une belle voix, c'est chouette. Au même titre qu'être beau, c'est chouette. Bien que ce soit à mes yeux une anomalie de la nature, la beauté, l'extrême beauté ou l'extrême belle voix, etc. En fait, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait et la manière dont on la module, la voix. Il y a des grands animateurs de radio, de très très grands animateurs de radio qui n'ont pas des très belles voix. Philippe Bouvard, si vous écoutez sa voix, il n'a pas une très belle quand il commence. Julien Courbet, dont je pense que c'est l'un des animateurs les plus doués de sa génération, la mienne, il n'a pas une très belle voix, il a une voix perchée. Arthur, qui est un très grand animateur, pas une belle voix, mais on s'en fout en fait. C'est pas tant la voix qui fait la différence que ce qu'on raconte, que le message qu'on véhicule, que ce qu'on a envie de dire, que la manière dont on attrape les auditeurs. Après, c'est une chance d'avoir une belle voix, de même que ça peut être une chance d'être beau ou d'être belle. Mais c'est la beauté. La beauté, c'est pas... Pour moi, une grande voix, c'est presque du sport.
Céline Dion. Alors justement, les voix de la musique, puisque vous avez une véritable passion pour la musique. Ouais. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi les voix, les grandes voix. Vous parliez de Céline Dion. Quelles sont les grandes voix pour vous? Alors, si on parle de grande voix, Céline Dion, c'est l'une des plus grandes voix du monde. Je dirais aussi Aretha Franklin, je parle de femmes. Hein. Après, Elvis Presley est une très grande et belle voix. Je pourrais... Bono, c'est un grand chanteur. Chanteur de YouTube. Ouais, Bono, il a une belle... Dave Gahan, le chanteur de Dépêche Mode. Des tessitures particulières. Oui, une voix basse, comme ça. Très belle voix. Mais, donc oui, c'est chouette d'avoir une belle voix. Belle voix. Mais bon, il y a des choses qui vont au-delà. Cette passion de la musique, elle vous vient d'où? Alors ça, je sais pas. C'est dingue ça, parce qu'il n'y avait pas tant de musique que ça à la maison. Il y avait pas tant de musique que ça. Il y avait la radio tout le temps. Il y avait la radio. J'ai écrit dans la préface de mon premier livre, j'ai écrit ça, et c'est vrai. Il y avait une radio qui était posée. Il y avait un frigo en bas à Prignac qui était entouré d'un petit mur de briques. C'était pour faire joli. Et en haut du mur de briques, il y avait un poste de radio. Et le premier occupant de la maison réveillé allumait la radio le matin, et le dernier occupant de la maison à se coucher éteignait la radio le soir. Et donc, il y avait tout le temps la radio. Et donc, il y a la radio, les animateurs, les voix. Quand j'étais à Sud Radio, Christophe Nicolas. Quand j'étais à Sud Radio, quand j'écoutais Sud Radio à la maison, il y avait Christophe Nicolas. Il y avait Julien Courbet, après, qui est mon aîné, et que j'écoutais sur Bordeaux. Il y avait Stéphane Paoli, après, sur Europe 1, qui est pour moi un des plus grands journalistes radio de tous les temps. Il y avait ces voix. Et pour ce qui est de la musique, je ne sais pas, peut-être ce triptyque de disques que mon père ou ma mère, d'ailleurs, je ne sais pas, avait acheté. Et en vrai, je ne sais pas comment c'est possible que ces disques-là soient arrivés à la maison. Il y avait Hotel California de Eagles, il y avait Aux armes, etc. de Gainsbourg, et il y avait mon album préféré de tous les temps, Harvest de Neil Young. Et ces trois disques-là n'avaient rien à faire chez moi. Mon père écoutait Brel, Brassens, Ferré. Maman écoutait Michel Sardou, Serge Lama. Voilà, on était là. Et puis, je sais pas, un truc de France Loisirs, je sais pas quoi. Et il y avait ces disques-là, et moi, ça me fascinait. Et j'écoutais, je connais tous les enchaînements de Hotel California. C'est les années 70, 80, 76, Hotel California. Et moi, j'écoutais ça, et je trouvais ça génial. Puis après, quand j'ai grandi et que j'ai fait l'animateur ou le DJ dans les booms, hein, et puis après dans les petites boîtes de nuit locales, j'avais 16 ans. Les parents étaient fous à l'époque de me laisser faire ça. Je me suis mis à écouter le top 50, mais avec en tête quand même qu'il y avait des trucs chouettes au-delà du top 50 et de la dope des années 80, que j'adore par ailleurs, mais je veux dire que de la musique facile des années 80. Ensuite, il y a Renaud qui est arrivé dans ma vie, et Renaud a tout changé. Étienne Dao, U2. Laquelle de YouTube? U2, c'est en fait... Chanteur chrétien? Ouais. 3 Oui. sur 4 dans le groupe. Et le quatrième a failli quitter le groupe en se disant « je ne suis pas assez chrétien pour ce groupe » au début. Mais c'est important, U2. C'est important ce qu'ils se font et ce qu'ils ont fait aux gens de ma génération. C'est-à-dire que on peut être une rockstar, on peut aller dans des excès, on peut remplir des stades, on peut écrire des chansons politiques, on peut se battre et c'est pas sale d'avoir la foi, c'est génial. Enfin, je veux dire, le message de Bono, il est incroyable. Et le message de Bono est fort, est puissant. Le message de U2 en général. U2, c'est un groupe majeur pour moi, en tout cas dans ma construction. On passe au troisième mot. Éric Jean-Jean, le voici, c'est le mot transmission. C'est aussi un mot un peu radiophonique, transmission. Ouais. Mais pas que. Et c'est même un mot de moto. En plus, et oui, les transmissions, les cylindres, voilà. Transmission, alors ça c'est ma mission, je crois. Dans transmission, il y a mission. C'est marrant, je le vois en le lisant sur votre écran.
En fait, je veux dire, il y a un moment où c'est Jean-Louis Aubert qui m'avait théorisé ça. On commence par être un guerrier, on est un chef, puis on est un sage. Et quand on est un sage, notre mission, c'est la transmission, je crois. C'est-à-dire que apprendre, comprendre, réfléchir, ça ne sert à rien si c'est que pour nous. Moi, je raconte des histoires à la radio, je fais des recherches, je travaille beaucoup, mais je crois que mon plus grand talent, c'est celui-là, c'est d'être capable d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Et c'est le seul truc que je sais faire depuis toujours. M'expliquer, parce que passer de la musique, c'est chouette. Faire l'imbécile devant une caméra ou poser ma voix, mais je crois que le truc que j'ai, moi, mon talent, c'est ça, c'est transmettre. Et puis c'est capital, quoi. C'est-à-dire, si je vais au-delà de mon propre petit nombril, nier l'histoire, nier le passé, nier la compréhension, nier l'intelligence, c'est hypothéquer le futur, c'est hypothéquer les générations de demain, c'est abîmer notre présent. C'est-à-dire qu'à un moment, on a le devoir, quand on a grandi, de transmettre. Et quand je dis le devoir, c'est aussi la responsabilité de transmettre et de ne pas transmettre n'importe quoi. Je suis affolé par ce que les gens transmettent dans le mensonge, dans la tromperie, etc., quoi. Parce que dans la transmission, il y a la mission, vraiment. Et la mission de la vérité, c'est-à-dire que transmettre des choses fausses, ou transmettre des vérités transformées, afin de prendre le pouvoir sur quelqu'un, sur un groupe, sur un pays ou sur autre chose. Voilà. Donc la transmission, c'est ce qu'il y a de plus important, je crois. Et la transmission plus personnelle à votre fille, Cannelle. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre à Cannelle ? J'essaye de lui transmettre d'aimer. Mes parents, je vais partir avant, je suis juste moi, je suis un maillon de plus dans une chaîne de la vie et donc je transmets à Cannelle. On nous a appris à aimer et à faire confiance et à oser. Et moi, j'essaye de dire à Cannelle que le plus important, c'est d'aimer, c'est de se faire confiance et d'avoir confiance en elle et d'oser faire des choses et que c'est pas grave de pas être comme les autres et même c'est plutôt bien. Et j'ai toujours essayé de lui donner plus de conseils que d'ordres, de plus l'accompagner que de la diriger. Alors, ce qui est la conséquence de mon problème structurel avec l'autorité, et du sien, du coup. Et là, je suis désolé parce que j'ai pas su transmettre ça. Mais, ouais, j'ai essayé de transmettre à Cannelle. Alors, si, la passion de la musique... Tichou, elle est... Cannelle, je l'ai récupérée très tôt, elle avait 3 ans, je me suis séparé de sa maman, qui était fragile, malade, puis qui est décédée. Mais avant même le décès de sa maman, Cannelle est venue vivre avec moi. Donc elle avait 3 ans, on a vécu tous les deux tout seuls pendant quelques temps, avec ses frères qui faisaient des allers-retours. Elle a 2 demi-frères, notamment le grand qui s'appelle Mathias. L'autre était reparti chez son papa au Danemark, mais Mathias, le grand, qui est... je crois, mon fils adoptif, en tout cas, moi, je crois qu'on s'aime très fort. Donc ces 2-là étaient tout le temps traînés tout le temps avec nous, ont habité avec nous.
on a vécu des trucs chouettes. Et donc j'ai transmis à Mathias, le grand, mon amour de l'image et du cinéma. Aujourd'hui, il travaille dans l'image et le cinéma. Et à Canel, la musique. Vraiment. Et à 3 ans, elle était avec moi dans les studios de radio, quand je faisais le grand studio où je reçois des chanteurs. Et du coup, c'est marrant parce que Axel Red, elle avait des enfants, Janelle notamment, qui a à peu près l'âge de Canel, Florent Pagny, pareil. Donc les enfants venaient, c'était assez chouette. Allez, on termine par le 4e mot. Et c'est le mot immortalité. Vous parliez tout à l'heure du décès de votre compagne, la maman de Canel. Ouais. Ce sont des notions que vous avez donc approchées, également avec le décès de vos parents. Ouais. L'immortalité. Vous y croyez ? Je sais pas. En fait, immortalité. C'est marrant, j'aurais jamais mis ce mot-là. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui, la mort, elle a été liée. C'est un truc très. La mort a été liée pour moi à plein de moments joyeux professionnels. C'était terrible. C'est-à-dire, quand j'ai appris que j'allais être embauché sur ma première vraie radio à Bordeaux, c'est quand ma grand-mère maternelle est morte. Les femmes meurent très tôt chez moi, c'est terrible. Ma mère est morte, je venais d'apprendre que j'allais faire une émission quotidienne sur France 3. Et du coup, à un moment, je me dis, voilà, mais arrêtez là, avec les bonnes nouvelles, je veux plus de mort, quoi. Puis la mort de la maman de Canel. Puis la mort de mon père. Je ne sais pas si je crois en l'immortalité, mais je pense que l'enveloppe charnelle n'est pas très importante, qu'elle ne fait que passer. Après, l'âme, c'est autre chose, elle est peut-être immortelle. J'aime assez l'idée de la deuxième chance, de la pesée des âmes, de se dire qu'on a le droit de recommencer ce qu'on a mal fait. Voilà, j'aime assez cette idée-là. Et l'immortalité, ça nous amène à la croyance de quelque chose qui nous dépasse. Et ça, oui, c'est évident que j'y crois. C'est marrant, ça, l'immortalité, j'y ai jamais... Vous me posez une colle, et je vais vous dire pourquoi. Parce que Par exemple, vous me demandez est-ce qu'il y a un Dieu, je vais vous répondre oui. Vous me demandez est-ce qu'il y a des anges gardiens, je crois vachement, je crois que je suis très protégé. Alors est-ce que je suis protégé par mes morts qui sont devenus immortels ? Possible. Je suis persuadé d'être protégé. Vraiment, vraiment, je suis persuadé d'être protégé. Mais pour ce qui est de l'immortalité, forcément, je suis obligé de passer par le prisme de ma mortalité et donc possiblement mon immortalité. Je sais pas si je mérite déjà. Et je ne sais pas si ça aurait du sens ensuite. L'immortalité. Est-ce qu'au fond, on mérite d'être immortel ? D'abord, ce n'est pas à nous de décider, mais ça pose vous me posez une vraie question philosophique. J'aimerais bien être certain de ça. Et d'ailleurs, j'envie ceux qui ont une foi inébranlable et qui savent Moi, je ne sais pas. Je crois, mais je ne sais pas. Il y a une différence entre croire et savoir. Ouais, l'immortalité. En tout cas, la mort m'a frôlé beaucoup à un moment de ma vie. J'ai passé une période où, bizarrement pas la mienne, on parlait de l'accident de moto. Mourir, moi, c'est pas le sujet. Mais une femme qui a compté dans ma vie, ma mère, ma grand-mère, mon père. Wow. Et ça m'a mis en colère. J'ai dû faire la paix avec moi, avec la vie, avec Dieu, avec l'Église. J'étais fâché, quoi. Quand ma mère est morte, j'étais
hyper en colère. Elle est morte, elle avait 60 ans, elle a été malade la moitié de sa vie. Enfin, c'est pas juste, quoi, c'est dégueulasse. Et donc ça m'a mis en colère. Il a fallu que j'apprenne à gérer, justement. Mais je ne l'ai pas géré en pensant immortalité. Vous, moi, immortalité. Pour moi, un immortel, c'est pas un être... C'est intéressant de réfléchir sur la notion de est-ce que les gens normaux, donc genre moi, méritent d'être immortels. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais est-ce que c'est à nous de juger? Après, il y a un autre truc qui est comment est-ce qu'on peut se rendre un peu moins mortel? Bah déjà, si on arrive à ça, je trouve qu'on est pas mal. Et comment on fait pour se rendre un peu moins mortel? C'est transmettre des bonnes valeurs à des gens qui en ont besoin. Transmettre. Encore une fois, ouais, mais on sait faire que ça. Enfin, je veux dire, aider, transmettre, partager. Si vous rallongez... Aimer. c'est ça. Amour. Il n'y a rien que ça. Votre colère est éteinte. Ouais. L'amour l'a remplacée. Et votre maman, vous sentez sa présence? Et tous les êtres chers qui ont disparu? Ouais. Ah oui, oui. Oui, je sens la présence de maman, de ma grand-mère aussi, Denise, elle s'appelait. Mon père, je le vois un peu comme un maître Jedi, comme ça, de temps en temps. Et je me dis, qu'est-ce qu'il dirait, Papy Max, si je faisais ça? Souvent il gueulait. Enfin, il gueulait, il se foutait de moi. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire avec ça et tout. Maman, c'était autre chose. Maman, c'était de la séduction, c'était de l'amour tactile. Je dois à ma mère mon côté tactile, à ma grand-mère encore plus, à Denise. Je dois aux femmes, d'ailleurs, beaucoup de choses, parmi lesquelles le fait d'être câlin, d'être tactile, de toucher, de dire qu'on aime, etc. Ça, c'est les femmes de ma vie. On va conclure, Éric Jean-Jean. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage, encore une fois, très touchant. Allez, je reviens vers vous pour la conclusion. À tout de suite. Éric, je suis de nouveau en face de vous. Dites donc, quelle histoire votre émission, Marie. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Un peu psychanalytique Je comprends mieux ou le titre. confessionnal? Ouais, lumière intérieure. Lumière intérieure. Ouais, c'était profond. En tout cas, c'était très introspectif. Ça faisait longtemps que j'avais pas réfléchi comme ça. Le mot immortalité vous a interrogé. Vous n'auriez pas pris ce mot-là, peut-être, pour la fin. Lequel auriez-vous pris? Choisi? Harmonie. Harmonie. Qui est mon mot préféré, je crois. Ah. Si on apprenait à vivre en harmonie avec les gens, avec le monde, avec la planète, avec les autres, il y aurait moins de conneries. Beaucoup moins. Harmonie. Harmonie, terminologie musicale. Bien sûr, Encore vous une savez, fois. quand on fait de la musique, on s'écoute. Quand on veut faire de la musique avec quelqu'un, si vous n'écoutez pas ce qu'il fait, quand on fait votre métier, vous êtes obligé d'écouter les autres. Et l'harmonie, l'harmonie fait qu'on est obligé de s'écouter. Et si on essayait de vivre en harmonie globalement, harmonie, ça pourrait presque être un principe de vie, quoi. Et ça changerait pas mal de trucs. Mais là, en étant honnête, c'est-à-dire pas en disant oui, c'est harmonie. Hein. Non, en étant vraiment en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Et c'est pas facile. Est-ce que l'harmonie ne vient pas avec la sagesse? En tout cas, avec la Psychologiquement. maturité et l'âge, oui. Parce que quand vous êtes petit, il y a plein de voix intérieures, c'est bouillonnant, il y a les hormones, il y a les désirs, il y a l'ambition. Mais n'allez pas croire que je n'ai pas l'ambition. Mais c'est un truc que j'ai conservé, l'envie en tout cas. Ambition, ça a été un mot galvaudé, mais l'envie. Mais ouais, l'harmonie, c'est bien.
L'harmonie, c'est bien. L'harmonie. Ouais. Et la foi, vous allez encore un peu à l'église? Alors j'ai une église. En fait, je ne vais pas au service religieux, mais je vais dans les églises. J'ai une église pas très loin de chez moi, dans le 17e, où je vais. Et j'y vais, ça m'apaise. C'est l'église Saint-Ferdinand. Quand vous rentrez dans cette église, au fond, il y a un Christ doré qui est très beau, qui est très apaisant. Et je vais vous avouer un secret, à chaque fois que je prends une grande route en moto, je me confie à Marie. Et À Marie? ouais, de toute façon, À la c'est- Sainte Vierge? oui, mais c'est à elle que je prie souvent, ou quand c'est plutôt vers elle que je me tourne. J'ai des anges gardiens, je le sais. Mais Marie est pour moi la porte d'accès à cette spiritualité-là. Et si vous allez à Porte de Champéret, c'est pas Porte de Champéret, Porte Maillot, entre la Porte de Maillot et Porte de Champéret, je sais pas comment s'appelle cette porte, juste avant la Porte Maillot, qui vous amène sur l'avenue Charles de Gaulle et le boulevard qui vous amène vers le 17e, il y a une petite église sur le périph', une toute petite église, à l'extérieur de laquelle, dans une cage de plexiglas, il y a une Vierge Marie, très belle, blanche et bleue, qui ressemble à celle de l'iconographie à Lourdes, vous voyez. Et avant de partir en voyage, je vais lui confier ma moto, et Karine et moi. Donc, Ah oui. et quand je rentre, je vais lui dire, C'est joli. je vais lui dire merci. Pas Saint-Christophe? Alors bizarrement. Parce qu'en général, les... Oui, c'est celui de le patron de la route. Non, pas du tout. Non, je m'adresse Marie. direct à la patronne. À la patronne, j'adore. En regardant vos mains, j'ai remarqué que vous aviez des tatouages. Ouais, plein. Est-ce que c'est possible d'en savoir davantage ou pas? Là, par exemple, ben, là, j'ai vu, ce sont ange des gardien. inscriptions Ange gardien en sanskrit. en sanskrit. En sanskrit. Ange gardien en hébreu. C'est le dernier en date, il a été fait. Ange gardien en hébreu, ange gardien en sanskrit. Ouais, et ici c'est. Vous voulez les voir? Ouais, est-ce qu'on a le temps? Je vous montrer. Ange gardien en hébreu. Ici, ça a été choisi par ma femme. Voilà, c'est une prière bouddhiste. Par Karine? Ouais, ça c'est. Ah oui, ça c'est tout neuf. Ça c'est tout neuf, c'est là 3 En jours. hébreu. Incroyable. Et ça, après, c'est quand j'ai décidé de changer de vie, j'ai fait une boussole. Il y a 6 ans. Ça c'est une boussole. Oui, c'est une boussole. Et, Qui s'appelle alors, comment? Comment? Et elle a un nom particulier? Non, c'est vraiment. Quand j'ai. Maurice il y a- Barthélémy nous a montré quelque chose de similaire. Et C'est ça? Barthélémy. Ah oui. Non, en Maurice fait, là. Barthélémy il y qu'on a a reçu aussi il y a 2 semaines. Alors Et ça, c'est c'est pour ça que l'œil je de me la demandais si connaissance. c'était pas un peu la même chose. œil de la connaissance, Ah non, c'est la transmission dont on parlait. La transmission. La boussole. 7, parce qu'il y a des 7 partout chez moi. Canel est né en janvier 97, je suis né en 67, etc. Karine est née au mois de juillet. Vous croyez aux chiffres? Euh, Au chiffre 7? Ouais, le chiffre 7, je l'aime bien. Et donc, en fait, il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant, ce tatouage date de cette période-là, j'ai décidé de plus boire d'alcool. Et non pas que j'étais alcoolique, c'est juste que je me suis dit, je vais faire un truc je vais me nettoyer pendant quelques mois, et j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis plus de 6 ans. Et je pense que j'y reviendrai pas, parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Il y a un truc très mondain dans l'alcool de mon métier, etc. Et tout. Donc j'ai eu l'impression que parfois prendre des cuites avec des musiciens ou finir à pas d'heure, etc. me faisait un peu perdre le sens de ce que je voulais faire et être. Et très bien, parce que je me suis retrouvé tel que j'étais avant mon accident. C'est un truc en boucle. Circulaire. Ouais, j'ai Incroyable. commencé à boire de l'alcool, j'avais 25 ans, après mon Ah oui, c'est accident. clair, oui. Et j'en ai bu jusqu'à mes presque 50. Et finalement, je me suis dit que voilà. Et donc à un moment, je me suis dit, tiens, la boussole, je vais me retrouver. Bravo. On a Et passé l'ange gardien, ce sont vos anges gardiens qui vous suivent, ceux dont on parlait. Ah ouais.
J'imagine. Je suis On va- tellement protégé. Ça se sent. Ça se ressent. Merci beaucoup, Éric Mais merci, Jean-Jean. Il Marie. faut qu'on Merci. conclue, malheureusement, parce qu'on pourrait continuer à parler pendant des heures. Bon, je rappelle qu'on peut vous entendre, en tout cas, tous les jours, toutes les semaines, sur RTL, RTL2, Ouais. notamment votre fameux Stopway, encore, qu'on Ouais, connaît le bien. week-end. Il y a aussi des livres à lire d'Éric Jean-Jean, 60 ans de pop. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a d'autres C'est émissions de la qui en ont musique, déjà parlé. 60 ans de pop. Il y a un et dernier aussi qui est Dutronc. sorti sur Dutronc. Aussi sur Jacques Dutronc. Ouais. Et puis, une chose qu'il fallait, vous vouliez qu'on ajoute, c'est qui vous tient à cœur, c'est ce festival dont vous êtes le parrain Ouais. à Talence, près de Bordeaux, Ouais. au profit des orphelins des pompiers de France. Ouais. Voilà. Ouais. C'était la 8e édition en 2023. Ouais, la 9e, là, autour du 15 juin. Voilà. C'est un des trucs que je fais qui me rend le plus fier. On travaille depuis 20 ans avec les pompiers, 10 ans sur ce festival, parce qu'il y a eu une année où on n'a pas joué. Bien Le sûr. Covid, évidemment. Et c'est des amis, c'est des frères, c'est mes potes, et on fait, je sais pas, 32 000 personnes chaque année dans ce festival, qui commence à Donc devenir un allez-y, festival à important. Talence, tous les ans. Et là, il y a Oui. 3 semaines, j'ai signé le plus gros chèque de l'année, j'étais trop fier. On a fait profit 90 000 euros au profit des... Des orphelins des pompiers. Ouais, et je suis Super. tellement fier de signer ce chèque. Merci beaucoup, Éric Jean-Jean. Merci, Marie. Merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude ici. Sinon, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur ktotv.com. Vous connaissez. Bonne fin de semaine.